crack est bon marché, facile à fabriquer, et il crée une forte accoutumance. Peu de temps après son arrivée sur le marché noir, la violence s'installa. La plupart des homicides avaient lieu dans la rue, et les victimes étaient des revendeurs ou des consommateurs. Mais d'innocentes personnes en firent aussi les frais. L'enquêteur Richard Ippolito de la police de New York travaillait pour la brigade des stupéfiants. Le propriétaire d'un restaurant chinois est sorti un soir de son commerce. Il y avait là 2 toxicomanes qui auraient fait n'importe quoi pour avoir leur dose. Comme le propriétaire avait des dents en or, ils ont tout bonnement décidé de le tuer. Et quand il s'est affaissé, ils ont sorti leur couteau et lui ont arraché les dents. À la fin des années 80, à New York, la vente de crack connut une forte recrudescence. Voici le lieutenant Mike Garrity de la police de New York. Ça a été une période très violente. Il y avait des guerres de gangs. Certains types contrôlaient une intersection. Si un autre revendeur avait le malheur de s'installer au même endroit, il y avait une fusillade. Et pendant ces fusillades, des innocents perdaient la vie. Le taux de criminalité augmentait sans cesse. Et la situation échappait totalement à notre contrôle. Mais arrêter les consommateurs de crack et les revendeurs ne réglerait malheureusement rien. C'était une histoire sans fin, ça évoluait constamment. Chaque fois qu'on arrêtait 1 ou 2 types, il y en avait d'autres pour les remplacer. Pour endiguer cette vague de violence, il fallait identifier les organisations qui importaient la drogue et les démanteler. À cette fin, le département de la justice créa un groupe d'intervention contre le crime organisé et le trafic de drogue. Connu sous le nom de C13, le groupe d'intervention était formé d'enquêteurs du service de police de New York et d'agents du FBI. Ils savaient exactement contre qui ils se battaient, selon le superviseur et agent spécial Fernando Llanos. Au début des années 90, à New York, les Colombiens contrôlaient le marché de la drogue. Les 2 principaux gangs reliés au trafic de drogue étaient les cartels de Medellín et de Cali de Colombie. Quand les cartels envoyaient des drogues aux États-Unis, ils les cachaient dans des cargaisons de marchandises réglementaires, comme nous le raconte l'agent spécial Phil Spinelli des douanes américaines. Avec les conteneurs, on peut cacher des narcotiques parmi toutes sortes de marchandises envoyées aux États-Unis. Ils ont déjà mis des narcotiques sous forme liquide dans des bouteilles. Ils ont déjà fabriqué des dominos avec des drogues, ou ils en ont mis dans des boîtes de pâte de goyave et des boîtes de conserve de pêche parfaitement scellées. Ces stupéfiants arrivaient au port de New York, l'un des ports les plus achalandés au monde. Dans le secteur de New York, on reçoit environ 5000 conteneurs par jour. Chacun de ces conteneurs contient entre 8000 et 13 000 kilos de marchandises. C'est donc extrêmement difficile à fouiller. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand les drogues arrivaient à New York, elles étaient ensuite distribuées partout au pays. Le groupe d'intervention était résolu à mettre fin à cet approvisionnement en drogue et à démanteler les cartels. Le but de notre groupe d'intervention était de recueillir des informations, de surveiller ces types et d'infiltrer leur groupe pour les démanteler ensuite. Pour y arriver, l'agent d'infiltration Ippolito s'introduisit clandestinement au sein de cet univers. Mais il avait besoin d'aide. Les enquêtes les plus efficaces sont celles où l'on parvient à avoir des informateurs parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils font déjà partie de l'organisation. Dès que l'enquêteur eut gagné la confiance d'un informateur, les portes commencèrent à s'ouvrir. Un de mes informateurs était extrêmement fiable. En décembre 1991, l'informateur parla à Ippolito d'un certain Eduardo. Selon lui, ce fabricant de clones de téléphones portables pouvait avoir des liens avec le cartel de Medellín. Toujours selon l'informateur, les cartels de drogue colombiens voulaient à tout prix faire affaire avec la mafia américaine. Pour eux, les membres du crime organisé étaient là depuis longtemps et ils connaissaient la machine et avaient tous les contacts. C'était principalement pour ça qu'ils voulaient travailler avec eux. Cela pouvait représenter l'occasion espérée par Ippolito pour infiltrer le cartel. Il décida de se faire passer pour un membre de la mafia intéressé à organiser une transaction importante avec le cartel colombien pour faire entrer des stupéfiants à New York.
L'enquêteur demanda à son informateur d'arranger une rencontre entre Eduardo et lui et de le présenter sous le nom de Tony Romano, son nom d'emprunt. L'informateur rencontra Eduardo et lui parla alors de ce Tony Romano. Eduardo sembla intéressé par ce contact au sein de la mafia et il accepta de le rencontrer. Mais il mit toutefois l'informateur en garde. S'il s'agissait d'un coup monté, il se vengerait.